Nous reprenons, si vous voulez bien, et le dernier invité de ce séminaire est Jean Hatzfeld. Je suis très content qu'il soit ici parce que j'avais déjà pensé à le faire venir il y a plusieurs années quand le sujet du cours était écrire la vie. Et à l'époque, j'avais lu vos ouvrages sur le Rwanda, sur le génocide du Rwanda, et ça s'intégrait assez bien dans la problématique de cet enseignement. Mais je crois que c'est encore mieux cette année dans le cours qui a été intitulé, je ne sais déjà plus quoi, la guerre littéraire, et qui s'est largement concentré sur l'écriture de la guerre de 14-18, mais pas seulement, puisqu'un certain nombre des contributions élargit la perspective. Alors, il me semble qu'il était important d'avoir quelqu'un qui a beaucoup écrit sur la guerre et sur les guerres récentes, sur les guerres actuelles, et qui a écrit à la fois comme journaliste et comme romancier, puisque nous avons eu souvent une réflexion sur ce rapport entre témoignage et littérature. Vous avez donc une longue carrière de journaliste, de grand reporter en France et à l'étranger. Je crois que vous avez commencé comme journaliste sportif. Exactement. Avant de devenir correspondant de guerre. Et peut-être qu'on va parler de ce rapport entre le sport et la guerre, qui est venu à différentes reprises dans le cours, qui est intervenu à différentes reprises dans ce cours. Vous avez été donc reporter dans beaucoup de pays, pas toujours en guerre, mais aussi en guerre, et vous avez traversé des guerres du Moyen-Orient, d'Afrique, donc notamment ces ouvrages sur le Rwanda, et de Yougoslavie. Vous avez, je disais, publié à la fois des œuvres de journalistes et des œuvres de romanciers. Peut-être qu'il faut ajouter que lorsque nous nous étions parlé au téléphone, vous m'aviez dit que vous aviez un rapport avec le Collège de France, un grand-père qui a enseigné. Un grand-père homonyme qui a enseigné ici. Jean Hatzfeld, l'helléniste et l'archéologue, était votre grand-père. Voilà. Ah oui, bah alors c'est un retour tout à fait nécessaire. Inattendu. Que cette visite au Collège de France. Alors, je crois qu'on va plutôt concevoir cela comme une sorte de dialogue. C'est ce que vous aviez envie. Je préfère. Vous préférez. Alors, peut-être qu'on peut commencer par ce type de question. Comment est-ce qu'on devient correspondant de guerre? Comment est-ce qu'on devient reporter de guerre? Peut-être comment est-ce qu'on passe du journalisme sportif à la correspondance de guerre? Ça s'est fait dans mon cas par hasard. J'ai l'impression, mais je n'en suis pas sûr. C'est-à-dire que j'étais journaliste sportif et puis je travaillais aussi beaucoup sur des faits divers, sur des mouvements sociaux. Et puis un jour s'est présentée l'opportunité d'aller au Liban, tout simplement parce que la personne qui devait y aller ne pouvait pas y aller. J'y suis donc allé. Et j'ai découvert là, j'ai pris la guerre de plein fouet, si je puis dire, puisque je suis arrivé en pleine guerre. C'était une guerre très dure. J'avais déjà connu la guerre en Palestine, dans les territoires occupés, mais c'était une autre guerre, c'était des affrontements d'un autre genre. Là, c'était une guerre très, très dure au Liban, et il a fallu s'en sortir comme on pouvait. Et voilà, c'est comme ça qu'on commence. Alors après, on peut avoir deux réactions un peu différentes. La première est de dire c'est pas pour moi, je n'y retournerai pas. Et la deuxième, au contraire, d'être attiré un petit peu par cela, c'est-à-dire pour différentes raisons d'ailleurs, qui peuvent d'ailleurs être un peu liées, ce que vous disiez avec le journalisme sportif, c'est-à-dire
cette idée, il y a plusieurs idées, plusieurs intuitions. Il y a une intuition qui est que ça sera facile d'écrire des histoires, donc on aura envie d'écrire. Il y a la situation elle-même, il y a ce qu'elle peut vous rappeler, parce qu'on a tous un imaginaire de guerre, même si on ne l'a pas connu avant. Et puis, il y a aussi cette sensation que moi j'ai toujours trouvée agréable en tant que journaliste, qui était celle d'accepter l'idée d'être submergé par l'événement que j'étais censé venir raconter. Voilà, ça c'est une attitude qui peut distinguer beaucoup les journalistes, parce que certains journalistes peuvent ne pas accepter cette idée, mais peut-être que justement, le journalisme sportif m'avait un peu formaté à cette nécessité d'accepter l'idée d'être submergé par un événement que vous n'allez pas maîtriser et dans lequel vous allez un peu vous diluer, et accepter cette idée du dépassement de l'événement. Donc ça, effectivement, ça m'a assez rapidement enthousiasmé. Et puis alors après, je peux répondre à d'autres questions, mais c'est un peu comme ça que je suis devenu correspondant de guerre. Et quand vous êtes allé au Liban, c'était en quelle année? Ça devait être en 81 ou 82. 81, 82. Donc j'étais allé précédemment en 79 ou 78 en Israël, mais c'était pas cette guerre, cette guerre très brutale, très spectaculaire. L'autre, il était aussi brutal, mais moins spectaculaire. Et quand vous étiez journaliste sportif, c'était quel sport? C'était un peu tous les sports, parce que je travaillais dans un petit journal où il n'y avait pas assez de monde pour s'occuper de tout, mais enfin, j'ai beaucoup écrit sur le tennis, et beaucoup sur le football, etc. Mais il y avait cette idée qu'on apprend, enfin, ce qui fait les bons journalistes sportifs, c'est cette idée que si on veut connaître la fin au commencement, on est foutu, si je puis dire. Il faut accepter cette idée que ce que l'on va raconter n'est pas encore écrit. Voilà. Et de subir le match comme subir la guerre, si on veut en avoir les maîtrises, en disant voilà, Federer est plus fort que Djokovic, etc., il va se passer ça, ça ne va pas marcher, on va mal écrire. Ou en tout cas, on va mal écrire en tant que journaliste. Après, peut-être qu'on écrira mieux. Mais... Et avant, question suivante, avant d'écrire sur la guerre ou d'écrire la guerre, quelles étaient vos lectures de guerre? Est-ce qu'un certain nombre de lectures vous avez marqué, je dirais à la fois romanesque et de grands journalismes de guerre, de grands reporters de guerre? Alors, je n'avais pas, paradoxalement, curieusement, je n'avais pas lu beaucoup de livres de journalistes de guerre, mais j'avais lu beaucoup de romans, beaucoup de romans. Donc, j'y avais quelques lectures familiales liées à la Shoah. J'avais lu Primo Levi, j'avais lu Charlotte Delbo. Et puis, ça c'était parce que ça traînait dans les tables de la bibliothèque, quoi, mais aussi beaucoup de romans. Voilà, il y a des romans américains, des romans italiens, donc Fenoglio, Stern, alors Timothy Findlay, je ne sais plus à quel moment je l'ai lu, mais Faulkner, Hemingway, j'ai découvert, alors il y a oui, puis des grands classiques, R.E.P., etc. Tous les grands classiques qu'on lit, plus d'Orgelès. Oui, j'avais lu beaucoup de... Oui, j'avais été, pour répondre plus précisément à votre question, j'avais été très attiré par les romans de guerre. Par les romans de guerre. Voilà, les films de guerre et les romans de guerre, j'avais déjà avant été très attiré par ça. Et Barbius, par rapport à la guerre de 14 aussi. Je me rappelle très bien d'Orgelès, ça avait été un très grand choc pour moi de lire Les Croix de bois. Sinon, comme ma mémoire défaille un peu, je sais plus ce que j'ai lu avant et après, maintenant, Barbius, Giono, etc. Je me souviens plus exactement à quel moment je les ai lus, mais je me rappelle d'en avoir lu beaucoup avant. Et ce sont des livres dont vous avez le sentiment qu'ils vous ont servi dans l'écriture de la guerre, ou dans l'expérience Ces livres, comme les films, ils vous créent un imaginaire, et à un moment donné, cet imaginaire, oui, vous allez vous en servir. Alors je ne sais pas de quelle façon, si c'est très direct, c'est très précis, mais c'est évident que
Moi, ce qui m'a frappé un petit peu les premières fois que je suis allé au Liban, et plus encore quand je suis allé en Yougoslavie, c'est quelquefois j'avais l'impression, devant une scène, du déjà-vu. Alors c'est un petit peu comme lorsqu'on découvre New York pour la première fois, on a l'impression qu'on a déjà tout vu, à force d'avoir vu des films sur New York. Et là, par exemple, vu Kovar, je me rappelle très bien la première... Je le dis d'autant plus facilement que ça a été une conversation avec un confrère, le premier jour de la reddition de la ville, donc quand tout était apaisé, on se promenait dans la ville détruite, qui avait été vraiment détruite, avec beaucoup de morts partout. Et c'est un photographe, et je lui demande, mais Luc, qu'est-ce que tu attends pour photographier? Et il me dit, je ne sais pas par où commencer, on se croirait au cinéma. Et effectivement, quelquefois, on avait l'impression de déjà vu ou de déjà lu. Donc ça marque certainement beaucoup, et ça m'a certainement marqué quand j'ai voulu, à quelques reprises, pour des raisons assez particulières, passer du journalisme à la fiction. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu des souvenirs de guerre, des journalistes, qui se sont mêlés à des souvenirs de lecture, et que les deux ensemble ont dû engendrer quelque chose, enfin une envie de remettre en scène les choses différemment. Est-ce que ces livres donnaient une idée juste de la guerre avant de la découvrir, ou est-ce que peut-être que vous avez répondu d'une certaine façon en disant que si l'impression de déjà-vu était là, c'est que... Certainement, en tout cas, oui, pour beaucoup de raisons. Par exemple, tout à l'heure, vous évoquiez l'idée de l'incommunicabilité, de la difficulté de communication, de la nostalgie. Tout cela, évidemment, ce sont des sensations, des sentiments que l'on rencontre à la guerre. On en rencontre bien d'autres. Cette idée de l'exaltation, cette idée du chambardement de la vie, du bouleversement des relations entre les gens, etc. Ce sont des constatations que l'on fait dans les lectures, dans les romans, par des gens qui écrivent formidablement bien, et qui créent un univers dans lequel on se reconnaît quand on va à la guerre souvent. Même si les guerres sont différentes les unes des autres, même si les périodes ne sont pas comparables, on retrouve effectivement beaucoup de points communs, enfin de traits d'union en tout cas. Et cette expérience que je décrivais justement tout à l'heure du silence, est-ce que c'est une expérience qui existe aussi pour le journaliste? C'est-à-dire du silence au retour? Non. Oui, du silence au retour, de choses indicibles, inénarrables, Parfois, on demande aux journalistes, aux correspondants de guerre, pourquoi ils y retournent autant. Et il y a beaucoup de raisons à cela, elles sont d'ailleurs diverses selon les individus, mais l'une d'elles est sans doute cette impossibilité, cette impuissance qu'ils ressentent à avoir pu partager ce qu'ils ont vécu à la guerre. Je pense que malgré... Alors, les grands romanciers sont peut-être des êtres à part, parce qu'effectivement, ils sont arrivés à créer des univers dans lesquels ils sont parvenus à faire rentrer leurs lecteurs, comme Dorgelès ou Faulkner. Mais sinon, nous, qui sommes plus modestes, surtout les journalistes, on est meurtris, quelquefois, si je puis dire, de cette impossibilité à partager ce qu'on a vécu. Et ce qui explique souvent pourquoi on y retourne dardard. C'est-à-dire parce que c'est pas tellement, on croit toujours que c'est des histoires d'adrénaline, c'est assez faux, ça peut être vrai pour certaines personnes, mais c'est parce qu'on s'y sent mieux, parce qu'on retrouve un univers dans lequel on est mieux compris, où on se comprend mieux avec des gens avec qui on partage ça, d'autres journalistes, ou des gens que l'on rencontre et à qui on s'habitue de cet état de guerre. Donc cette solidarité que j'évoquais tout à l'heure, celle du groupe, c'est celle du groupe du journaliste pour vous. Elle existe avec cette particularité. Il y a une franc-maçonnerie des correspondants de guerre. Des correspondants de guerre. Certainement, ouais. Certainement. Il y a cette idée, leurs motivations ne sont pas toujours identiques, mais il y a quand même des points communs.
Il y en a un qui est certainement, alors c'est difficile à en parler, mais enfin qui est quand même la fuite en avant. La guerre, c'est quand même un moment extraordinaire pour fuir. Enfin, c'est un endroit formidable pour fuir toutes les responsabilités de la vie quotidienne. Et le journaliste a ce privilège extraordinaire de pouvoir aller à la guerre, donc se débarrasser de toutes ces contraintes de la vie quotidienne avec le choix. C'est-à-dire il peut y aller ou ne pas y aller, il peut revenir s'il veut revenir. Donc ça, c'est un privilège extraordinaire. Et de réduire, parce que c'est un peu ça qu'on constate. Il y a plusieurs choses qu'on constate à la guerre assez rapidement. Et l'une des choses que l'on constate, c'est qu'on ne vit plus qu'au présent. C'est-à-dire que c'est le présent qui prime, le passé n'a plus beaucoup d'importance, et le futur, on n'arrive pas encore à s'y projeter. En tout cas pour les gens qui sont pris dans cette guerre. Et donc c'est un sentiment qui n'est pas agréable, ni désagréable, mais qui est facile. C'est-à-dire que c'est quand même assez facile de vivre au présent. On laisse derrière soi tous les soucis et les décisions sur la vie conjugale, sur la vie professionnelle, sur la vie de tous les jours, sur les conflits de tous ordres qu'on n'arrive pas à résoudre, les problèmes qui s'accumulent, etc. On fuit tout cela. Et donc ça, c'est effectivement un point commun probablement entre beaucoup de correspondants de guerre qui trouvent ça très facile, enfin plus facile. Une autre chose qui est frappante aussi, c'est que moi j'ai toujours trouvé passionnante et assez intéressante à essayer d'écrire, même modestement, c'est à quel point très rapidement les guerres ont leur propre logique, c'est-à-dire vont échapper à toutes les logiques d'ordre économique ou politique qui en sont les causes et les sources. Enfin, on s'aperçoit que voilà, dans le comportement des divers protagonistes, il va y avoir une logique propre à la guerre. On l'a vu, c'était plus flagrant sur les collines du génocide, mais voilà, quand on a commencé à tuer une fois, après on a changé quelque chose. Quand on a vu quelqu'un mourir, on a vu quelque chose. Enfin, ils se sont ajoutés des choses qui font que les comportements sont changés à jamais, en tout cas pendant le temps de la guerre, et donc ça va être quelque chose d'imprévisible, voilà, tout à fait imprévisible. Alors c'est vrai que quand on a pour métier de raconter des histoires, c'est formidable, parce qu'on sait que les histoires vont surgir de tous les côtés. Donc c'est ce sentiment vous dites de fuite, de liberté, que j'essayais de décrire tout à l'heure, cette liberté que donne la guerre, mais évidemment avec pour le correspondant la possibilité de la quitter, voilà, qui est une liberté supplémentaire. Voilà, une liberté supplémentaire et puis pour certains, parce qu'on s'aperçoit quelquefois que des correspondants de guerre sont des correspondants d'une guerre. Par exemple, il y a eu des correspondants de la guerre du Vietnam qui arrivaient au Liban, ont fait demi-tour, et d'autres qui sont, en arrivant en Bosnie, après avoir été au Liban, ont fait demi-tour. C'est-à-dire se sont attachés à une guerre. Il y a une histoire personnelle avec une guerre qui n'est pas reproductible dans une autre guerre. Il y a au contraire d'autres correspondants qui passent d'une guerre à l'autre parce que c'est un état de guerre qui les intéresse et c'est un récit de guerre à épisode qui les intéresse. C'est très différent selon les uns et les autres. Il n'y a pas de cas généraux, si je puis dire, mais il y a quand même quelques constantes si on regarde de près les correspondants de guerre. Et oui, il y a des constantes. Et vous avez dû être confronté à des correspondants de guerre qui ont rencontré la mort, et donc ça fait partie d'une expérience qui est vécue comme celle du combattant. Oui. Par exemple, en Bosnie, j'ai de nombreux amis qui sont morts en Bosnie. Donc, il y a des amis bosniaques ou bosniens, mais il y a aussi des amis journalistes, nombreux. Il y a eu beaucoup de morts. Il y en avait eu aussi beaucoup au Liban. Je n'avais pas connu la guerre du Vietnam, où il y en a eu encore plus. Oui, on connaît des... Alors, je fais une petite digression à ce sujet. On connaît beaucoup, on rencontre la mort, on rencontre la douleur ou la souffrance de la perte d'un ami, et que, malgré tout, on ne ressent pas vraiment sur le moment. C'est assez curieux à dire, mais je pense que... Je parlais tout à l'heure du présent, de la force du présent, et ça joue aussi sur... à la guerre, on ne ressent pas dans sa vraie réalité la perte.
c'est assez curieux à dire, mais c'est un peu... C'est-à-dire ce que l'on va perdre, on le ressent souvent d'une manière beaucoup plus forte et réelle après. Ce qui explique d'ailleurs en partie les dépressions qui suivent les guerres. C'est-à-dire le bras qu'on a perdu, l'enfant qu'on a perdu, le temps qu'on a perdu, parce que 4 ans à la guerre pour un adolescent, c'est beaucoup, c'est du temps perdu. La maison qu'on a perdue, le voisin, ou même les relations, la vie, la vie de Sarajevo, etc. Ce qui va disparaître, on ne le ressent pas sur le moment. Ce qui explique pourquoi on le vit, j'allais dire, plus facilement aussi. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, il y a Tom qui s'est fait tuer hier, on dit Tom, c'est triste, il s'est fait tuer. Mais je mentirais en disant que la douleur est vraiment à la proportion de ce qu'elle va être, enfin, ce qu'elle aurait été si on vous avait dit que Tom avait été tué dans un accident de voiture entre Paris et Melun. Et le choc vient après. Hein. Voilà, le choc vient après. Oui, et ce qui explique, tout à l'heure vous parliez de la nostalgie, je pense qu'il y a un élément qui est important dans cette nostalgie, c'est cela, hein, c'est qu'on réalise à ce moment-là, vous savez, vous vous dites, mais voilà, il y a 4 ans de ma vie qui sont passés. Il y a, ou par exemple, voilà, vous perdez un bras, mais vous perdez un bras, c'est pas terrible, tant que vous pouvez, vous êtes tellement pris pendant la guerre, à tous les niveaux, vous y êtes, hein, c'est-à-dire celui qui est planqué dans sa cave, celui qui écrit, celui qui est héroïque, celui qui va se combattre, celui qui va chercher l'eau au robinet, enfin, quel que soit ce que vous y faites, vous êtes tellement pris par le présent que vous repoussez à plus tard cela. Il y a soit dans la nécessité de survivre, soit dans ce que vous racontiez tout à l'heure sur la découverte de sentiments nouveaux, de camaraderie, des histoires d'amour nouvelles. On dit très souvent, c'est une banalité, mais c'est une banalité vraie, que les gens s'expriment et se révèlent différemment à la guerre. Alors, c'est faux de dire qu'ils se révèlent mieux. On ne peut pas dire qu'il y a un vrai comportement et un faux comportement. Mais c'est vrai qu'on se révèle différemment à la guerre, que cette manière de s'exprimer, se révéler différemment, va créer des relations entre les gens différentes. Vous pensez bien que les relations entre une fille et son père vont complètement changer pendant la guerre si c'est la fille qui va aller chercher l'eau tous les jours, alors que le père aura la peur d'y aller. Vous voyez, ça va tout changer. De même que les relations entre les ouvriers et les patrons vont changer si l'usine est fermée. Etc. Donc tout est changé et on est tellement pris par ce grand chambardement qu'on remet à plus tard la réalité de certaines choses, comme justement la perte, je pense. Est-ce qu'on peut, oui, on peut sans doute parler d'un traumatisme, un syndrome post-traumatique des correspondants de guerre, comme alors c'est un peu à la mode, c'est un sujet un peu à la mode. Oui. Qui ne me préoccupe pas. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais qui préoccupe la profession? Oui, mais alors c'est difficile de faire la part des choses entre ce qui est de l'égocentrisme un peu à la mode, parce qu'il y a quand même une sorte de mythologie du reporter de guerre, et donc d'appartenir à cette mythologie, et de ce qui est vrai. Je suis prudent je suis assez prudent sur cette question. En tout cas, moi, je ne me mêle pas de ces discussions. Je préfère rester en retrait. Et donc, si on compare les différentes guerres auxquelles vous avez assisté comme correspondant de guerre, il y a donc la guerre du Liban, la guerre de Bosnie et puis le génocide du Rwanda. Voilà, il y a eu beaucoup de guerres africaines aussi, oui. Mais il y a eu ce génocide Tutsi au Rwanda. Auquel vous avez consacré beaucoup d'années de travail, voilà. Parce que vous avez continué à écrire pendant longtemps et à suivre le destin d'un certain nombre de protagonistes. Donc, voilà, c'était une expérience particulière qui est très différente de l'expérience du correspondant de guerre, parce que ce n'est pas une guerre. Mais disons que justement, parce que j'avais été correspondant de guerre quand je suis arrivé au Rwanda, j'ai été extrêmement... Vous êtes arrivé au Rwanda pour couvrir le génocide? Non, tout à la fin. Tout à la fin,
j'étais à Sarajevo au moment du génocide et je suis arrivé, donc, je crois, début juillet, à la fin des tueries, à la toute fin des tueries du génocide. Et donc, j'ai fait mon travail un peu en intérimaire. Hein, et là, j'ai été extrêmement choqué. D'ailleurs, on pourra revenir justement sur les lectures. J'ai été très choqué par l'erreur collective de tous les journalistes sur cet événement. Voilà, c'est notre impuissance à affronter cet événement. On s'était tous trompés, on avait tous, et pas juste, ce qui était intéressant, c'est que ce n'était pas pour des raisons politiques ou idéologiques, puisqu'il y avait des gens de tous les horizons qui venaient, francophones, anglophones, etc. Mais on avait donc voilà, on a fait notre travail au mieux, comme on le fait souvent, malgré ce qu'on dit. Et en septembre, j'ai constaté que de tous les récits étaient présents à peu près tous les protagonistes de l'histoire, qui étaient cette grande communauté Hutu, les tueurs Hutus, les soldats des casques bleus, les humanitaires, etc. Mais il y avait un personnage qui avait disparu, c'était le rescapé. Il n'était pas présent. Et là, effectivement, les lectures de Primo Levi, notamment 40 ans après, m'ont beaucoup servi. Enfin, ça fait un petit dans ma tête, d'autant que j'avais vu une grande exposition. J'avais beaucoup lu la presse de 45, fin 44-45, où on s'aperçoit qu'effectivement, ce qui est assez remarquable, c'est l'absence du rescapé, qui apparaît quelquefois en photo légendée. On vous dit un tel a quitté un camp qui s'appelle Treblinka pour rejoindre son appartement à Calais, mais on n'en dit pas beaucoup plus, quoi. C'est assez surprenant. Et donc, voilà, cette absence et cet effacement du rescapé m'a assez bouleversé. Et c'est là que j'ai pris la décision qu'un jour, je reviendrai d'une autre façon, c'est-à-dire pas en tant que journaliste, mais d'une autre façon pour... alors, c'est non plus comme romancier, d'une autre façon pour m'intéresser à cela. J'avais que ça comme idée. Je n'avais pas l'idée d'écrire beaucoup plus sur le Rwanda, mais seulement de revenir quelques années après pour m'intéresser à ce rescapé. Voilà. C'était pourquoi il s'était effacé, pourquoi on l'avait effacé, pourquoi il avait disparu, et parce que j'avais lu Primo Levi et Charles Delbo. Ah oui, c'est ça qui a inspiré la démarche. Parce que vous avez écrit, enfin, j'en connais trois, je crois, 3 livres sur ce retour, là, voilà. sur ce retour, 2003, 2007, enfin ça occupe un certain nombre d'années. Voilà. Et il y en a un qui sort dans 8 jours. Comment ? Et il y en a d'autres qui sortent dans 8 jours, oui, donc oui. C'est une histoire sans fin. Donc c'est en retrouvant les rescapés, toujours. Voilà, non, alors voilà, il y a eu ce travail sur les rescapés qui m'a pris, puis alors après, de fil en aiguille, pour des raisons à la fois un peu littéraires, l'intérêt, à la fois un peu existentiel, et puis d'autres ordres, j'ai continué en m'intéressant aux tueurs de ces collines où j'avais travaillé avec les rescapés, puis les deux à la fois, etc. Voilà. Le dernier, c'est encore sur les rescapés. Et alors, comment passe-t-on du travail de journaliste de guerre au travail de romancier ? Comment se fait cette transition ? Est-ce que c'est une tension ? Est-ce que c'est une tension. C'est, si vous voulez, un correspondant de guerre, comme son nom l'indique, il doit correspondre à la situation, mais il correspond aussi, il fait une correspondance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dont le rôle est bien défini. C'est quelqu'un qui est un intermédiaire, un go-between entre des gens qui vivent cet événement qui est la guerre et des gens qui s'y intéressent, donc ses lecteurs, si c'est la littérature, voilà. Et donc il est là pour quelque chose de précis qui est de tenter de répondre aux questions que peuvent se poser ces lecteurs. C'est une attitude en soi. Ce n'est pas seulement un rôle, c'est une attitude, c'est une manière d'être. Ça correspond d'ailleurs à une grammaire particulière, à une écriture particulière. C'est une écriture en feuilleton, il y a des temps particuliers qui sont très distincts, etc. Donc voilà, c'est une attitude, il est un go-between, un intermédiaire. Et puis à un moment donné,
ce qu'il a vécu crée quand même un imaginaire dans lequel il y a déjà ses livres, des souvenirs de famille, parce qu'on a tous des souvenirs de famille de guerre, même si on n'a pas connu la guerre. Et il se rend compte voilà, qu'il a laissé en chemin, enfin il a l'impression qu'il a laissé en chemin des gens à qui il n'a pas prêté assez attention, et des lieux et des impressions, des sensations et des moments qui n'ont pas trouvé place dans ces récits de journalistes. Je donne un exemple précis qui est par exemple celui de l'ennui ou celui de l'attente. La guerre, c'est essentiellement de l'ennui et de l'attente, contrairement à ce qu'on croit. Mais ça ne rentre pas dans un journal, parce que si vous pouvez une fois comme ça écrire l'ennui, mais c'est difficile. En général, on demande, puisque les questions sont assez précises, on demande qu'est-ce qui se passe, et ce qui se passe et ce qui bouge. Donc ce sont des moments clés, des turning points, comme disent les Anglais, des moments importants, que l'on croit importants. Mais voilà, il y a justement ces moments d'amitié, ces moments d'amour, ces histoires, voilà, tout cela, plus des lieux que l'on a mal décrits, l'univers un peu minéral de la guerre, et des gens. Voilà, des gens, on a rencontré beaucoup de gens et on se rend compte. Et donc, tout cela réapparaît un petit peu dans votre mémoire et vous avez envie, vous éprouvez soit l'envie, soit le besoin, c'est difficile de distinguer, l'envie de remettre ça en scène autrement. C'est grosso modo, dans mon cas particulier, voilà, on reprend les carnets de notes, on reprend ses souvenirs, parce que c'est beaucoup à base de souvenirs. Quelquefois, d'ailleurs, on va refaire des repérages et on remet ça en scène différemment. Donc, contrairement à ce que l'on croit, c'est toujours la même réalité. Il n'y a pas un moment donné où on est dans le réel et à un moment donné on est dans l'irréel. C'est la même réalité qui est remise en scène différemment. Voilà, on essaye. Donc, d'autres gens y sont arrivés beaucoup plus brillamment. Mais voilà, c'est cela qu'on essaie. Vous dites d'abord, c'est une sorte d'ordinaire de la guerre qui ne fait pas l'objet du journalisme de guerre, qui devient l'objet du roman. Quand même. Voilà, c'est justement ce que j'évoquais tout à l'heure un petit peu sur le grand chambardement des relations entre les gens dans leurs occupations, leurs préoccupations, leurs sentiments, etc., qui disparaît un petit peu. Alors, qui disparaît beaucoup. Voilà, qui disparaît beaucoup parce qu'on a quand même comme on va vite, les journalistes, ils vont vite, hein, ils travaillent sur le présent, dans le présent. Ils emploient d'ailleurs beaucoup le présent. Ils n'emploient jamais l'imparfait. Quelquefois le passé simple, mais c'est rare. Ils emploient très peu de relatifs, ils n'emploient pas de verbe point-virgule. Enfin, ils ont une syntaxe particulière parce qu'ils vont vite. Et dans la vitesse, évidemment, il y a des dommages. Oui, on oublie. Dans la vitesse, on oublie beaucoup de gens, beaucoup de ce qui fait la grande littérature sur la guerre. Voilà, c'est oui, comment ça vous transforme les gens. Voilà, comment ça vous transforme les gens. On ne le raconte pas assez dans les journaux, ça, on ne peut pas le raconter dans les journaux. Je dis avec des guillemets, parce que rien ne n'empêche de le raconter, mais de fait, on ne le raconte pas. Et je m'aperçois que finalement, les grands journalistes et écrivains, que sont Hemingway ou Vassili Grossman, etc., l'ont peu écrit aussi à l'époque où ils étaient correspondants de guerre. Ils se sont aussi assez vite focalisés sur ce qu'ils pensaient être l'urgence de la narration. Voilà. C'est ça qu'on leur demandait. C'est ce qu'on leur demandait, parce que ça correspond à un rôle particulier. C'est ça, oui, comme vous disiez, le correspondant répond à une demande, et la demande est... Oui, vous parliez de Vassili Grossman, qui est à mon sens, l'un des plus grands romans du XXe siècle. Je le pense aussi. Et qui est un roman de correspondant de guerre. Voilà, alors lui, c'est l'exemple type... Je vous interromps. Non, allez-y. Non, c'est l'exemple type de celui... Enfin, c'est l'exemple idéal, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été comme ça 4 ans ou 5 ans correspondant de guerre au basque de cette grande armée rouge qui suit la défaite devant les armées allemandes et qui va chroniquer cette guerre pendant des années et des années
et qui un jour, comme ça, quelques années après, va tout reprendre pour remettre en scène cette guerre autrement, avec ce livre absolument extraordinaire, Vie et Destin, où donc il va, je ne sais pas quelle est sa vie exactement à Vassili Grossman, est-ce qu'il a vraiment rencontré des gens, mais je ne pense pas. Je pense que tous ces personnages sont un petit peu des condensés de personnages qu'il a rencontrés. Donc voilà, il a, à partir de plusieurs femmes, il a fait une femme, et à partir de plusieurs rencontres, il a fait une rencontre, et à partir de plusieurs peurs, il a fait une peur. Et donc voilà, il a réécrit cet immense roman à partir de cette expérience extraordinaire de correspondants de guerre, de très grands correspondants de guerre, d'ailleurs, si grand d'ailleurs que ça lui a probablement sauvé la vie. Parce qu'on s'est toujours étonné, c'est une petite anecdote que je raconte, mais on s'est toujours étonné que Vassili Grossman, dont le livre a été confisqué, et qui n'aura donc jamais su de son vivant que son livre allait être publié, qui a été confisqué par le KGB, n'ait pas été envoyé au goulag. Et il paraît qu'il n'a pas été envoyé au goulag parce qu'à un moment donné, certains des colonels ou des officiers qu'il avait rencontrés au moment où il était journaliste de guerre, qui sont devenus des généraux ou des maréchaux de l'armée rouge, ont dit non, ça vous fait faire brûler le livre si vous voulez, on ne peut pas s'y opposer, mais vous ne touchez pas Vassili. Vous ne touchez pas Vassili, il est des nôtres. Et il a été protégé, enfin sa vie a été possiblement protégée ainsi. Par les généraux, voilà, maréchaux. Les généraux qu'il avait connus comme lieutenant, etc., et qui avaient dit non, celui-là, on ne peut pas, non, vous ne pouvez pas l'envoyer dans le goulag. Oui. Vous ne pouvez pas. Oui. Enfin, que l'un des plus grands romans du XXe siècle ait été écrit par un correspondant de guerre, un journaliste de guerre, fait penser que la guerre est l'un des objets de la littérature les plus importants. Pourquoi ? La guerre chamboule la vie des gens. Donc, comme les gens se révèlent et s'expriment autrement, ça, sans aller jusqu'à reprendre ce qu'a dit Teilhard tout à l'heure, que vous avez repris, qui est un livre inconnu et extraordinaire, sans aller jusqu'à la sublimation, mais c'est vrai que ça, à un moment donné, en tout cas au début de la guerre, parce qu'il y a quand même des moments différents dans la guerre, qui sont le début, le milieu et la fin, en tout cas au début de la guerre, il y a une excitation à la fois physique, mais à la fois aussi intellectuelle, psychologique, qui peuvent effectivement susciter des nouveaux comportements, des nouveaux sentiments, des nouvelles relations, des nouvelles actions qui sont vraiment des sujets humains formidables pour la littérature et pour l'écriture. Alors pour les journalistes, en plus, s'ajoute cette facilité extraordinaire qui explique aussi pourquoi quelquefois on devient un petit peu accro, si je puis dire, à la guerre. C'est cette facilité qu'on peut rencontrer à discuter avec les gens et qui contraste vraiment beaucoup avec la difficulté qu'on peut rencontrer à parler avec des gens en état de paix. C'est-à-dire que les gens à la guerre ne sont pas en représentation, ils en ont vraiment rien à foutre, ils ne se protègent pas, ils n'ont pas de souci d'image. C'est-à-dire que si vous êtes dans une cave à Vukovar avec 8 personnes et que vous commencez à parler, ou on va accepter de vous parler, ou on va refuser. Mais si on va accepter de vous parler, on va vous parler avec sincérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qui va se dire, voilà, c'est un journaliste, je m'en méfie, ou j'ai un discours politique, ou je veux défendre cette idée, ou je veux me représenter, être représenté de cette façon-là. Les gens, vous savez, vous êtes à un barrage, un checkpoint, vous êtes en train de faire la queue pour prendre de l'eau, vous êtes à l'hôpital, vous êtes dans une tranchée, etc. Les gens, s'ils vous parlent, ils vous parlent comme ça. Donc ça, c'est un vrai bonheur de journaliste. C'est un vrai bonheur de journaliste parce qu'on est tellement habitué, notamment pour les journalistes sportifs, mais politiques, etc. On est tellement habitué au discours, on est tellement habitué à cette manière de biaiser la parole, que là, on est vraiment heureux, quoi.
on discute avec les gens, enfin on parle directement avec les gens. Donc ça c'est le bonheur du journaliste, qui n'est pas le bonheur du romancier. Non, je pense que le bonheur du romancier, c'est cette guerre fait partie quand même de notre histoire. Hein. On a toujours été en guerre, même si on est, nous deux, même si je suis plus âgé que vous, mais même beaucoup de gens, nous sommes de la première génération qui n'avons pas connu la guerre. Elle est quand même présente par nos grands-pères, par nos pères, par des histoires de famille, etc. Et puis tous les livres qu'on a lus, etc. Donc ça. Et puis il y a une phrase que j'ai lue une fois, je ne sais plus qui l'a dite, et que je n'ai jamais très bien comprise non plus, mais que je trouve formidable, ce qui est la guerre nous montre toujours ce que nous cessons d'être. Alors, je ne sais plus qui a dit ça, et je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est une phrase qui m'a toujours intrigué, que la guerre serait peut-être d'une certaine façon un état de rupture historique. C'est à un moment donné, l'histoire n'arrive pas à évoluer normalement, et il y a cassure. La guerre nous montre toujours ce que nous cessons d'être. Nous allons cesser d'être. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est vrai. Voilà. Elle nous montre quelque chose de nous-mêmes, de notre passé, d'une rupture à venir. C'est imprécis pour moi, mais je pense que c'est important. Voilà. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, je pense que la guerre, en effet, est un formidable sujet littéraire d'écriture. Et un lieu de vérité. Et un lieu de vérité, certainement. Alors, moi, je m'oppose vraiment à cette idée que les gens sont plus vrais à la guerre qu'à la paix. Ça, c'est faux. Les gens, ils ne sont pas plus vrais à un endroit et à un autre, ou à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que le fait de se révéler autrement, de se comporter différemment, effectivement, ça vous enrichit sur vous-même, ça vous enrichit sur vos voisins, ça vous enrichit sur l'autre, qui peut être aussi l'ennemi, ça vous enrichit sur des sensations. Et puis, il y a pour beaucoup de gens, disons-le, le fait que la vie était un petit peu tracée en temps de paix, c'est-à-dire qu'elle s'annonçait un peu sans surprise. Elle pouvait s'annoncer d'ailleurs pas malheureuse, hein, mais un peu banale. Et la guerre rompt cette monotonie, rompt cette certitude, c'est-à-dire que d'un moment à un moment soudain, il s'aperçoit que ce qu'il avait anticipé pour lui-même et sa famille et sa ville, etc., ne va pas s'avérer vrai, tout va être changé, et ça l'intrigue et ça peut le passionner. Ça peut le passionner, ça peut expliquer en partie l'excitation qui prédomine au début des guerres. Après, il y a le milieu et la fin, et là, on s'aperçoit que c'est un peu différent. Mais quand on lit les textes de Stefan Zweig, etc., sur ces gens qui partent dans les trains en chantant, et il y a des moments d'excitation qui peuvent être un peu expliqués par ça. C'est que du jour au lendemain, le fait de ne plus aller au travail, quand on travaille à l'usine, vous savez, c'est déjà quelque chose, c'est un peu choquant de dire ça, mais c'est un peu vrai, ou même dans la vie conjugale, dans la vie, les choses sont changées. Vous avez évoqué tout à l'heure un petit peu, par exemple, le rôle en 14-18, c'est très connu, le rôle des femmes, le rôle en devenir des femmes. Bon, ça, c'est des choses évidentes à la guerre, c'est-à-dire que le comportement par rapport au danger, à la lâcheté, à la solidarité, tout ça, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses, et donc ça, c'est tout à fait passionnant à écrire. On est pris par ça. On a le sentiment que, à la fois du Rwanda et de Bosnie, vous n'êtes jamais revenu. Vous écrivez toujours. Voilà. Sur. Alors c'est pas des décisions délibérées, c'est parce que ça, voilà. Maintenant, par exemple, j'ai écrit un roman en septembre dernier sur la guerre en Bosnie, qui n'était pas du tout. On m'a posé plusieurs fois la question, c'est à quel moment vous donnez, pourquoi 20 ans, pourquoi avoir attendu 20 ans, et à quel moment vous avez décidé de l'écrire. Je répondais très sincèrement, je n'ai pas réfléchi à ça. À un moment donné, voilà, il y a deux personnages qui émergent un peu dans votre tête, et vous les mettez un peu sur le papier, et vous développez leur histoire, et se crée comme ça, se développe ce livre. Voilà, ces deux événements font partie maintenant de
de ma vie et de ma mémoire et de mon imaginaire et de ma vie sentimentale, etc. À un moment, je crois que dans ce cours, je disais que je reprenais une idée de Thibaudet, que souvent pour la littérature, les guerres civiles étaient plus productives que les guerres internationales. Et dans ces guerres dont vous parlez, il y a toujours cette dimension guerre civile. Oui. Ce sont toutes des guerres civiles. Oui. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est c'est très important, je pense. Je pense que c'est très important parce que les guerres civiles sont beaucoup plus inexplicables. Elles sont beaucoup plus désordonnées d'une certaine façon, puisqu'il n'y a pas l'ordre militaire, et il n'y a pas non plus la tradition militaire, et il n'y a pas non plus la technique militaire à ce niveau, d'un niveau très sophistiqué. Donc elles sont, si je puis dire, assez bordéliques, désordonnées, plus imprévisibles, et elles impliquent beaucoup plus de gens. Elles impliquent beaucoup plus de gens parce que Azincourt, finalement, c'est deux armées qui font face à face, mais la population civile, elle est assez loin et elle regarde et elle va apprendre le résultat. Dans une guerre civile, tout le monde est impliqué, de force ou de gré, mais tout le monde est beaucoup plus impliqué, donc tout le monde a trouvé son rôle, qui n'était pas défini avant, qui n'était pas prévu, et qui va changer en cours de guerre et qui va changer la vie de chacun. Donc, et puis, peut-être qu'on est plus près de la mort aussi, et plus près de... Parce que plus de civils sont touchés, plus d'injustices sont commises, si tant est que ce ne soit pas injuste d'envoyer des soldats dans les tranchées se faire canarder. Mais je veux dire, c'est peut-être délicat de dire cela, mais disons qu'en tout cas, le fait qu'elles impliquent beaucoup plus de gens et d'une manière moins définie explique, oui, qu'on entre plus facilement dans cette guerre-là. On écrit plus facilement dans cette guerre-là. Et puis alors, pour ceux qui la racontent, qu'ils soient romanciers, cinéastes ou journalistes, ils ont l'accès à la guerre est beaucoup plus facile, beaucoup plus dangereux. Il y a beaucoup plus de morts dans les guerres de journalistes, par exemple, dans les guerres civiles que dans les guerres militaires. Mais l'accès aux gens, l'accès à l'événement, l'accès à l'action est beaucoup plus facile, puisqu'il n'y a pas de règles. Donc il suffit voilà, la ligne de front n'est pas interdite. Quand vous êtes dans des guerres très militarisées, très militaires, vous prenez d'abord, vous choisissez au départ, vous choisissez une armée ou une autre. Vous êtes derrière l'armée israélienne ou derrière l'armée égyptienne. Vous pouvez très difficilement, c'est très compliqué de passer de l'une à l'autre. De même que vous êtes derrière l'armée américaine ou derrière l'armée vietnamienne, mais vous changez très difficilement. Et ensuite, quand vous êtes derrière, vous êtes un peu loin. Alors évidemment, il y a toujours des allers-retours possibles, où vous êtes déguisé en militaire et vous prenez un hélicoptère qui vous amène au front. Mais ce sont quand même des cas un peu particuliers, des moments d'attente beaucoup plus longs, alors que dans la guerre civile, vous passez comme ça de Gorajdé à Sarajevo, etc. Vous franchissez les lignes de front et à Beyrouth, voilà, Beyrouth Est, Beyrouth Ouest, c'est à vous de le faire, mais vous le faites, vous pouvez le faire, et vous avez donc cette possibilité beaucoup plus... oui, c'est le paysage qui s'ouvre devant vous, et le paysage de guerre qui s'ouvre devant vous est beaucoup plus ouvert, et beaucoup plus vaste, et beaucoup plus riche, beaucoup plus... Ce n'est pas la même guerre, et ce ne sont peut-être pas les mêmes correspondances qui pourraient expliquer ce que vous disiez tout à l'heure, de ceux qui débarquent du Vietnam au Liban, et ce n'est pas leur guerre. Oui, si vous voulez, je pense que... Vous êtes correspondant de guerre civile. Moi, je suis un peu correspondant de guerre civile, mais c'est un petit peu aussi une histoire de génération. Je n'ai pas connu celle du Vietnam. Je pense qu'il y a eu un attachement sentimental de beaucoup de gens à la guerre du Vietnam qui est venu du fait qu'en même temps qu'ils ont découvert la guerre, ils ont découvert un pays, une civilisation, un univers, des filles, des atmosphères. Voilà, et donc ils se sont attachés à tout d'une manière un peu mêlée, je pense.
on sait qu'il y a beaucoup de journalistes de guerre du Vietnam qui se sont réinstallés à Saigon ou à Hanoï, qui n'ont pas pu revenir aux États-Unis. Mais c'était aussi lié au fait qu'ils découvraient ce qui était hors des États-Unis en même temps que la guerre au Vietnam. Et puis, ils se sont attachés à un rythme, ils se sont attachés à des événements, et puis il y a des habitudes qui se créent, des relations fraternelles et confraternelles, oui, et qui a rendu difficile ou compliqué de se réinvestir au Liban, où c'était une autre langue, une autre atmosphère, d'autres us et coutumes de guerre, parce que chaque guerre a ses us et coutumes, cette manière de combattre différente, les armes sont peut-être pas tout à fait les mêmes, les tenants et aboutissants sont un peu différents aussi, et on peut avoir l'énergie de le faire, ou on peut se dire que non, non, on est attaché sentimentalement à l'autre et qu'on n'a pas envie de franchir le pas. C'est difficile. C'est lié aussi à ce qui a été écrit. Je pense que quand on écrit sur la guerre, il y a un rythme qui se crée. Je pense qu'il y a une littérature. La littérature de 14-18 n'est pas celle de 40-45, donc ce ne sont pas exactement la même manière d'écrire, parce que les rythmes de la guerre sont différents, les époques sont différentes, la culture à l'époque est différente, etc. Et donc, peut-être qu'il faut réinventer aussi une écriture qui est difficile. Moi, je ne trouve pas difficile, mais parce que je suis plus modeste, un écrivain plus modeste, mais peut-être que ceux qui ont plus d'ambition littéraire ont du mal à se reprojeter dans un autre univers avec une nouvelle écriture. Je ne sais pas. Lorsqu'on a communiqué à un certain moment, vous étiez de nouveau en Afrique ces derniers temps, et vous avez été dans les dernières guerres en Afrique ces derniers. Oui. Oui, non, pas récemment. C'est-à-dire que les derniers séjours que j'ai effectués en Afrique, c'était au Rwanda, parce que je continue toujours cette histoire, toujours au même endroit, les mêmes collines, les mêmes champs, etc. Non, j'avais été longtemps à la guerre du Congo, mais ça fait un bout de temps que je n'y suis pas allé. Donc je n'y ai pas été. Peut-on parler pour finir, des images, puisqu'il y a un certain nombre, il y a un certain nombre de films auxquels vous avez contribué à partir des livres. Et comment ça se passe alors cette transition du journalisme au livre à l'image? C'est-à-dire c'est encore une manière de rendre compte de la guerre, le film, le documentaire. Mais moi, j'ai très peu travaillé. Sur l'image, je n'ai pas travaillé. J'ai été mis à contribution parce qu'on m'a beaucoup questionné, qu'on m'a un peu mis en scène, mais moi-même, je n'ai pas vraiment travaillé. Vous n'avez pas travaillé avec... Non, j'ai été sollicité, donc incorporé, intégré dans des projets comme ça, mais j'ai pas franchi ce pas encore. Vous n'avez pas travaillé avec des images? Non, pas vraiment. Non. Et le théâtre? Le théâtre, je n'ai pas travaillé directement, mais les textes que j'ai écrits sur le Rwanda ont beaucoup attiré les gens de théâtre. Donc il y a eu beaucoup de projets théâtraux, d'adaptation au théâtre de ces textes. Donc voilà, j'ai servi un petit peu de conseil ou de quelqu'un qui répond aux questions qu'on lui pose. Mais il y a eu une très forte sollicitation des gens de théâtre par rapport à ces textes, différentes sortes d'ailleurs, parce qu'il y avait probablement une écriture un peu particulière qui interpellait les gens de théâtre sur ce mélange un petit peu du français, de la langue orale et de la langue écrite qui intriguait justement le théâtreux, si je puis dire, qui travaille justement entre l'écrit et l'oral. Peut-être une dernière question, puis on va se séparer, sur la dimension autobiographique de ces textes. Est-ce qu'elle est présente? C'est difficile de faire abstraction de soi-même quand on met en scène la guerre, notamment dans les romans. Donc il y a effectivement, par exemple, dans tous les romans, il y a un journaliste qui se balade, qui traîne un petit peu dans le coin. Il ne me représente pas vraiment, mais enfin, effectivement, il représente quelque chose que j'ai rencontré et vécu. Et puis après, évidemment,
tous ces personnages à qui j'essaye de donner vie, d'une manière ou d'une autre, cette Maria, ce Vaidine, etc., ce sont des personnages, quand ils naissent de votre imagination, ils naissent forcément de vos rencontres. C'est quand même un réel, c'est votre réel, quoi, c'est votre réalité. Donc des scènes, oui, il y a des scènes, par exemple, qui sont très précisément des scènes que j'ai connues, des lieux qui sont très précisément des lieux que j'ai visités, que j'ai fréquentés, des paysages, etc. Les personnages, c'est un petit peu plus imprécis, mais c'est quand même beaucoup à partir de connaissances et de rencontres. Et puis, il y a un peu plus en amont les lectures, c'est-à-dire que ça aussi, ça fait partie de vous-même. Et tout à l'heure, je parlais du Rwanda. Les lectures, sans les lectures, il n'y aurait pas eu ce travail. C'est évident que si je n'avais pas lu Primo Levi avant d'y aller, je n'aurais pas eu cette réaction. Donc, il y a quand même quelque chose d'autobiographique là, dans la mesure où ce livre traînait pas par hasard dans le salon familial, que pas tout à fait par hasard, je l'ai eu entre les mains. Et pas tout à fait par hasard, il m'a servi à un moment donné où j'ai été interloqué par une forme d'impuissance d'échec, de sentiment d'échec face à un événement, enfin, dans mon rôle de journaliste. Oui, ce que vous disiez sur l'intérêt pour les rescapés et l'oubli des rescapés dans le travail des journalistes à ce moment-là. Et pourquoi le rescapé va devenir un personnage passionnant ? C'est-à-dire que, en fait, c'était ça qui était un peu au cœur du sujet. C'était pas qu'on l'avait oublié par injustice ou parce que lui-même, c'est facile, il n'était pas assez bavard, etc. Ou parce qu'il se retirait de l'histoire, qu'il se sentait un peu honteux, etc. C'était aussi parce que lui-même n'était pas en mesure de s'exprimer. C'est-à-dire tout le travail sur le témoignage du rescapé, qu'effectivement, à un moment donné, il n'était plus assez confiant dans sa mémoire pour se rappeler, donc témoigner, et puis qu'il avait honte de l'animalisation qu'il avait connue et qui empêchait cette manière, son expression. Revendication. Et que tout ça était au cœur le mensonge du rescapé, si je puis dire, était au cœur du sujet. C'était pas savoir ce qui était vrai, c'était au contraire de savoir pourquoi il mentait, enfin pourquoi il ne disait pas la vérité ou se taisait. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. On a... Non, je ne sais pas. Je réponds à toutes les questions. Mais... Bon, ben, on est content que vous soyez venu au Collège de France. Vous n'y étiez jamais venu enfant. Vous y étiez venu enfant? Non. Merci.